Bonjour maïs. Eh oh, il faut se réveiller. Hein? Voilà. Et vous vous rendez compte que je ne suis pas là, hein, parce que dans l'époque du virtuel, peut-être ils pensent que je suis là. Bon, je ne suis pas là. C'est bizarre ça, je ne suis pas là. Bon, enfin, ça veut dire que c'est une vidéo. J'imagine les gens du maïs quand ils se sont dit, tiens, cette année on va faire un truc, le plaisir. Le plaisir dans l'accompagnement et l'accompagnement du plaisir. Ils se sont dit, voilà, ça on tient un sujet. Ah là là là, les Français, les jeux de mots. Bon, alors donc, disons-le tout de suite. J'ai écrit il y a très longtemps un bouquin qui s'appelait La critique du plaisir. Voilà, critique du plaisir. Et alors donc, au fait, qu'est-ce qui se passe? Tiens, André, là, passe-le-moi, je vais montrer. La critique du bonheur. C'était la critique du plaisir dans le sens que je vais l'expliquer. Alors donc, la question est la suivante. Effectivement, on est dans un moment dans lequel la crise sociale, la crise historique, la crise même psychologique dans laquelle vivent les gens, les déboussolements, grandit. C'est-à-dire, la vérité, c'est que les mal-être, la difficulté à vivre, la sensation d'impuissance grandit, non? Et elle grandit, et il y a une question même y compris générationnelle. C'est-à-dire pour les gens de plus de 50 ans, nous venons tous d'un monde dans lequel, effectivement, il y avait la promesse, quoi. La promesse d'un bonheur, la promesse d'une justice. Et on se trouve dans un horizon tout noir, tout menaçant. Pour les autres, ceux qui sont moins de 50 ans, qui sont, mettons, de la quarantaine maximum, ils n'ont jamais connu la promesse. Ils ont connu que la défaite, ils ont connu que la crise, que la menace. Alors les uns sont déçus, les uns sont vraiment tristes, se sentent trahis, ou bien ils continuent droit sur leurs bottes de façon dogmatique. Les autres, c'est de plus de 50 ans, c'est qu'on a connu la promesse, effectivement, on ne sait pas quoi faire avec les malheurs, parce que les malheurs et la tristesse faisaient partie de justement ce qu'on allait vaincre, n'est-ce pas? Et là, on ne sait pas comment faire avec les négatifs. Pour les moins de 40 ans, donc, ils sont nés, les pauvres, ils sont nés dans un monde tellement dur que... Bon. Et alors donc, on s'est dit, mais comment orienter notre vie? Comment faire pour que pas tout soit pareil au même? Comment on fait pour se lever les matins? Comment on fait pour tenir? Et comment on fait pour tenir surtout dans des métiers comme les nôtres, les métiers cliniques, les métiers de l'accompagnement, n'est-ce pas? Comment on fait pour tenir? Alors, c'est difficile. C'est difficile parce que tous ces métiers-là, y compris la médecine, la psy, l'éducation, sont des métiers qu'ils ont tous nés quand même bien que mal avec l'idée implicite d'un dépassement de la problématique abordée. C'est-à-dire qu'on s'occupait du malheur, on s'occupait de la souffrance, on s'occupait de la maladie, mais on pensait qu'on allait dépasser ça. Or aujourd'hui, il y a une sorte de statu quo, arrêt sur image, dans lequel les malheurs, la souffrance avec laquelle on a affaire, surtout la souffrance sociale, pas seulement elle n'est pas appelée à disparaître, mais visiblement ne fait que grandir. C'est compliqué. C'est compliqué donc de comment tenir. Qu'est-ce qui fait tenir? Qu'est-ce qui fait tenir? Comment on peut aider, soutenir, quand on sait que ce soutien-là, cette aide-là, n'est pas une aide transitoire, n'est-ce pas? Alors, c'est là où il apparaissent les recettes un peu postmodernes, les petites recettes à la con, comme ça, des petits projets. S'il n'y a plus le grand projet historique, chacun son petit projet de management, des coachs, n'est-ce pas? Donc, on vend aux gens l'idée de que, voilà, nous sommes tous, c'est l'idée de la postmodernité, du néolibéralisme, chacun de nous est une entreprise, on doit gérer notre vie, on doit avoir des objectifs, des projets, n'est-ce pas, individuels comme ça, non, individuels, puisqu'effectivement, il n'y a plus de projet commun. Mais comment faire de l'accompagnement sans projet commun de solidarité? Comment, au nom de quoi on fait l'accompagnement?
Au nom de quoi on est là pour l'autre qui est dans la faiblesse totale, sans un socle de solidarité? Au nom de quoi? Et alors on cherche, n'est-ce pas? Et alors on cherche et on trouve pas du tout, on prend ce qu'il nous offre. Hein? On croit trouver, et à vrai dire on prend, on se gobe, tout fait ce que nous offre. Ils disent, écoutez, l'objectif c'est le plaisir. Alors effectivement l'objectif c'est le plaisir. Je me souviens même il y a quelques temps, j'ai dîné chez deux copains, qui ne sont plus mes copains après ça. Non parce que vraiment ça m'a gêné. Hein? Deux agrégés de philo, pas des amis, copains disons. Un petit couple d'agrégés de philo. C'est pour dire, voilà, c'est qui font de la philo leur affaire. Et alors, en train de manger, ils me disent, mais quel objectif on peut avoir dans la vie, Miguel, autre que le plaisir? Je me suis dit, indigestion assurée, quelle horreur. Autre objectif que le plaisir? Je sais. Mais ma question, c'est comment quelqu'un peut vivre une vie en ayant comme objectif le plaisir? Comment quelqu'un peut être dans un tel nihilisme, dans un tel désespoir, dans un tel déboussolement, que tout à coup dit, bon d'accord, mon étoile polaire et les petits plaisirs individuels de chacun? C'est un désastre. C'est un désastre. C'est un désastre parce que l'évocation du plaisir est l'aveu d'un échec. Mais pas l'échec historique de la solidarité, de la révolution, de la justice sociale. De l'échec même personnel, de pouvoir s'accrocher à quelque chose qui fasse lien. Ah, qui fasse lien, pourquoi? Qui fasse lien parce que le plaisir, c'est justement ce qui délie. Chacun prend son plaisir là où il le trouve et de la façon qui lui est singulière et personnelle. Un va prendre son plaisir en buvant, l'autre il va prendre son plaisir en ayant du pouvoir, l'autre il va prendre son plaisir en étant pervers, l'autre il va prendre son petit plaisir, chacun son petit plaisir, n'est-ce pas? Prends ton petit plaisir et t'occupe pas du monde. Prends ton petit plaisir et t'occupe pas de l'autre. Prends ton petit plaisir et oublie que tu es lié à l'autre. Alors, moi je pense sincèrement que je comprends quand même que vous ayez eu l'idée de travailler la question des plaisirs, mais je pense quand même que vous avez raison de la travailler, de l'évoquer, la questionner et la contester. Parce que le plaisir, pour le dire aussi comme ça, hein, c'est ce qui arrive de surcroît. C'est comme le bonheur, c'est pour ça que je lisais le bouquin là. Je passe pas l'annonce, il est épuisé. Et le bonheur, comme le plaisir, il arrive de surcroît. Moi, je me souviens avoir été dans les pires conditions que j'ai connues dans ma vie, et tout à coup, sentir une sorte de... être envahi de bonheur, et le bonheur ça donne un plaisir, n'est-ce pas? J'étais où? J'étais peut-être dans un cachot, n'est-ce pas? Et tout à coup, quelque chose avait du sens, être là, j'avais réussi à être solidaire avec quelqu'un, ça sert à rien, j'avais compris un truc, ou après pendant les années d'école, je comprenais un concept, et j'avais un bonheur, un plaisir. Les plaisirs et les bonheurs arrivent de surcroît. Qui plus est, d'un point de vue neurologique, triste et bête et réductionniste, mais c'est vrai, il y a des cerveaux pour lesquels les neuromédiateurs font plus facilement des sensations de plaisir, pour eux des sensations de plaisir. Il y a d'autres qui sont des peines à jouir éternellement. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont les plaisirs fastoches et d'autres qui ont des plaisirs très diffistoches. Non? Alors donc, les plaisirs, c'est ce qui arrive de surcroît. Chemin faisant. J'ai fait mon chemin, je construis, je travaille, j'assume les défis de l'époque, je cherche quels sont les possibles liens de solidarité qui expliquent, les seuls qui peuvent expliquer les métiers d'accompagnement. Les métiers d'accompagnement sont des métiers, mais des métiers d'une réalité. La réalité que la société elle est tissée par des liens. Que je n'ai pas de chaînes envers les autres. Les chaînes sont les liens qui me constituent. Alors, moi je crois que si quelqu'un ne trouve pas du plaisir à l'accompagnement, si quelqu'un trouve du plaisir à l'accompagnement, d'un point de vue profond, c'est du pareil au même. Je pense que
il faut quand même comprendre que nous ne pouvons pas être traités comme des bêtes des batteries, vous voyez, des vaches en batterie, pour lesquelles le plaisir produit de la chair un peu plus comestible. Nous devons refuser ça. Nous devons dire, nous devons trouver du sens dans notre métier. Ces sens-là passent par la question du lien social et les métiers qui ont à faire avec les liens sociaux. Le rapport très compliqué, non, entre professionnalité, lien social, non, c'est pas évident quand même tout ça. Il faut se poser ces questions-là. Il faut se poser ces questions-là. En se posant ces questions-là, certains parmi nous, dont moi par exemple, ça m'arrive souvent d'avoir du bonheur et du plaisir, en trouvant des petites idées, des petites solutions, et parfois des malheurs. Mais ni les malheurs, ni les bonheurs, c'est ce qui va marquer mon chemin. C'est ce qui va marquer mon cheminement. Et je crois vraiment que là, il y a quelque chose comme ça qu'il faut pouvoir vraiment interroger. Qu'il faut pouvoir vraiment interroger parce qu'ils vous disent « Sois heureux ». C'est comme le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Imaginons Sisyphe heureux. Moi, je dis, Sisyphe heureux ou Sisyphe malheureux, pour les copains qui n'ont pas lu le mythe de Sisyphe de Camus, ou le mythe de Sisyphe des Grecs, c'est un gars qui pousse un rocher, n'est-ce pas? Et c'est une condamnation que l'ont donné les dieux. Ben voilà. Alors il pousse un rocher, quand il arrive en haut de la montagne, boum, le rocher tombe, alors il pousse à nouveau son rocher, bon voilà. Et alors donc Camus, il imagine l'autre en train de pousser le rocher. Et il dit, oh putain, il est mal barré, les gars, en train de pousser son rocher parce qu'il retombe. Alors il dit, qu'est-ce que je peux penser de ces pauvres cons qui poussent le rocher et tombent? Il dit, imaginons moi qu'il soit heureux. Eh bien moi je pense que Sisyphe est une métaphore hard, mais une métaphore du fait que dans la vie, il n'y a pas un objectif final. Dans la vie, il y a un effort, une joie, une construction qui n'est jamais finale, qui est toujours à recommencer. Et moi, je n'imagine pas Sisyphe heureux. J'imagine Sisyphe dans la joie de la vie, de savoir qu'il n'y a pas une fois pour toutes dans laquelle je vais pousser mon rocher, il va rester accroché en haut. Sinon, au contraire, comprendre qu'il y a des cycles, qu'on pousse, par moment on prend de repos, par moment la vie est menacée, la société est menacée, on lutte, après on est fatigué, après on est triste, après on est heureux. C'est-à-dire qu'être en amitié avec une fragilité, cette idée de le plaisir ou la force ou la performance, c'est la merde avec laquelle on nous remplisse la tête. Alors nous devons essayer d'assumer cette complexité. Sisyphe ne fait pas que pousser le rocher. Sisyphe, il pousse le rocher, mais il se repose. Sisyphe, il suit son destin. Et alors, il faut comprendre quel est notre destin en tant que destin commun. Et notre destin, au-delà de toute métaphysique transcendantale, notre destin est protéger la vie, déployer la vie. Notre destin est de dire, les gens qui doivent être accompagnés, c'est ce qui garantit que notre société reste une société où la fragilité, l'aide, l'amour, la solidarité la fondent. Donc, effectivement, je n'aide pas l'autre parce que l'autre, il est sympathique. Dans cette attitude d'aide, je suis en train de reconstruire, retisser des liens de fragilité de la société pour que la société ne soit pas l'horreur que le néolibéralisme veut entre winner et loser, gagnant et perdant. Justement, on rétisse, on rétisse. Il n'y a pas de fort ou de faible. La force n'est jamais qu'un moment entre deux faiblesses. Alors, le plaisir dans tout ça, c'est quelque chose de trop individuel comme pour faire lien. Trop individuel comme pour faire socle commun. Alors, je ne sais pas, j'espère que tu me diras, André, si est-ce qu'ils étaient réveillés jusque-là, mais on continue encore un peu plus. Ça va peut-être un peu plus loin, ça me fait penser à ce que Nietzsche disait sur l'invention de l'homme de se fixer un but. Et Nietzsche dit, il n'y a pas de but, c'est la vie.
Mais en même temps, d'un autre côté, Nietzsche dit la vie n'est pas un argument. Je vais vous donner un exemple. D'abord, je vais vous montrer quand même quelque chose que j'ai appris à faire, parce que vous savez que j'ai trois doctorats et une HDR, et j'ai appris à faire ça. Bon voilà, c'était la pause quand même. Et alors donc, pour continuer à parler de Nietzsche, n'est-ce pas? Alors, au fait, la question est comme ça. Je vais vous donner ça un exemple de ma consultation d'hier, justement. Un exemple qui répond à cette question de Nietzsche. Est-ce que la vie a un objectif? Est-ce que même le plaisir serait donc l'objectif de la vie? Parce que si la vie n'a pas d'objectif, le plaisir n'est pas non plus un objectif. En tant que la vie est son propre objectif. Attention, protéger la vie, oui, c'est l'objectif de la vie. Protéger la vie, c'est ce qu'ils font les cellules qui meurent dans l'apoptose pour que l'organisme continue. Hein. C'est-à-dire que parfois, c'est pas très plaisant non plus, de protéger la vie. Bon. Alors, hier, j'ai une consultation gériatrique, c'est-à-dire quelqu'un qui vient pour une problématique de gériatrie. Hein. Et alors, les mecs, ils m'expliquent, 90 ans, bon état, juste une petite cataracte qui ne s'opère pas, une patte un peu comme ça de côté, mais tout ça, ça peut s'arranger. Il me dit, 90 balais, il me dit, mais tout est compliqué, pour me faire un café, je prends une demi-heure, parce que je les ai, il ne faut pas aller dans une institution, parce que dans une institution, vous serez pris en charge, et c'est mauvais d'être pris en charge, dans la mesure où, voilà, il faut essayer de, par solidarité, bon, enfin, accompagnement, bon, voilà. Alors le mec il me dit, oui mais moi me faire un café c'est une demi-heure au moins, c'est-à-dire jusqu'à que j'arrive à faire les cafés, je sais pas quoi. Je lui ai dit, oui d'accord, mais le problème c'est que vous vous trompez parce que faire un café, c'est pas avoir un café prêt et le boire. Faire un café sont toutes les difficultés à traverser l'appartement, trouver la cafetière, se rendre compte que les pots ne sont pas lavés, avoir mal là quand on lève les bras peut-être pour aller jusqu'au café, faire passer le café, que ce soit pas trop mauvais, et après les boire. L'objectif est à la limite l'excuse ridicule et petite qui nous permet de nous mettre en route, en marche. Donc effectivement, dans la vie, on se rend compte que tous les objectifs, et surtout avec toute la merde sur la performance de cette époque, n'est-ce pas? Eh bien, l'objectif, à vrai dire, ce n'est qu'une toute petite excuse dont certains ont besoin pour pouvoir déployer les processus de la vie. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas me répondre, c'est n'importe quoi. Alors, effectivement, la question c'est, le café est un détail dans l'opération de cet homme-là d'aller faire un café. Si lui, il appuie un bouton et il a le café, il perd justement tous ces moments de défis, des problèmes à résoudre, de réussir quand même à faire ça, explorer ses puissances, non, explorer ce qu'il peut pas, comme ce qu'il peut de suppléer, n'est-ce pas? Donc effectivement, ce que dit Nietzsche c'est ça, c'est-à-dire c'est que on peut imaginer qu'on a des objectifs parce que ça permet un tout petit peu, voilà, d'ordonner sa vie. Mais il ne faut pas croire que les objectifs sont la chose. L'objectif, c'est la petite excuse, souvent ridicule, le bout de la lorgnette, qui nous permet de déployer la vie. Or, on est dans une époque dans laquelle on pense que l'objectif est la performance. N'est-ce pas? Alors, effectivement, les objectifs, si on a comme but les objectifs, la personne assistée, la personne aidée, accompagnée, on dit, bon, mais comment on peut faire pour... il y a cette fragilité, une fois encore, ces déploiements, c'est habiter les moments, n'est-ce pas, qui est la vie elle-même. Et alors, effectivement, la vie est son propre objectif, dans les sens auquel il faut protéger la vie de tout ce qui menace sa puissance. Oui, je voudrais revenir sur un point de la psychanalyse freudienne, qui a beaucoup parlé sur le plaisir. Perrier paye cette séquence. Qui a beaucoup parlé sur le plaisir et qui l'a mis au milieu du désir et de la jouissance. Qui, pardon? Freud et, Freud, oui, j'en ai parlé, oui. Ses amis. Oui. Et quand Foucault, ou quand Deleuze interroge Foucault là-dessus, Foucault dit que le désir, c'est un mot qui lui va pas, il a du mal avec, et Deleuze dit que lui, il a beaucoup du mal avec le mot plaisir, et Foucault dit, mais de toute façon, ce ne sont que des mots.
Est-ce que réellement ce ne sont que des mots? Et qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Je ne sais pas si ce sont que des mots, hein, c'est-à-dire je ne sais pas si ce sont que des mots. Dans tous les cas, si ce sont des mots, ce sont des agencements de pouvoir. Ce sont des mots agencés avec des structures de pouvoir. En quoi ni Deleuze ni Foucault diraient que non. Hein. C'est-à-dire, ce sont des agencements de pouvoir qui déterminent des processus, n'est-ce pas, de circulation. Hein. Alors effectivement, le plaisir, l'idée de la recherche du plaisir est un agencement qui, à mon avis, délie, n'est-ce pas? Délie. Pour ce que je disais tout bêtement au départ, hein, c'est-à-dire que les plaisirs est quelque chose de très 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 intime, pas singulier, singularité veut dire autre chose, très intime, c'est-à-dire quand on trouve plaisir, ben voilà, non? Et en tant que des désirs, Deleuze, il donne une définition beaucoup plus intéressante que désir, que celle de Freud ou de Lacan, qui est le désir comme production des liens, production de monde, de production de situations, n'est-ce pas? Dans lesquelles le désir, c'est ce qui crée une unité de la situation. Nous sommes articulés, structurés, agencés à des situations désirantes, veut dire des situations qui ont un sens. Qui ont un sens. Alors, de ce point de vue-là, le plaisir comme quelque chose d'isolé n'a pas de sens. Ça paraît comme effectivement du parlant-pampant ou un truc pour tromper. Un truc comme ça, un peu pour divertir, dans le sens de dévier l'attention. Le groupe avec qui j'ai travaillé sur justement cette thématique, qui ont voulu imposer le plaisir en premier, quand je t'avais interrogé là-dessus, donc en énonçant le plaisir comme premier, au moins dans l'écriture, en tous les cas, c'est la réalité, tu m'as dit que c'était l'ouverture à la barbarie. Tu peux en dire plus par rapport à ça? Je pense quand même que mettre les plaisirs en premier, c'est-à-dire comme horizon, non, comme, et ce qui nous plonge, entre autres, dans l'immédiat, n'est-ce pas? Et là-dessus, on ne se rend même pas compte à quel point on est prisonnier de notre époque postmoderne, capturé par la haute technicité, le néolibéralisme et la rapidité des finances, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, la question c'est comment je peux faire lien, pas seulement lien avec les autres, mais lien avec le passé, avec l'avenir, n'est-ce pas, avec moi-même, n'est-ce pas? Alors si j'ai comme horizon le plaisir, il y a une immédiateté sans loi, n'est-ce pas? Il y a une immédiateté sans loi. Alors oui, il me semble quand même que quiconque dit j'ai comme premier objectif le plaisir, soit c'est le plus probable, de la part des copains, hein, que soit plutôt un renoncement à pousser un peu plus loin la réflexion, voilà. Mais socialement, non, socialement, avoir comme premier objectif le plaisir, c'est la barbarie, c'est-à-dire moi j'ai intervenu souvent dans des conférences, je ne sais pas si vous connaissez les groupes, les conférences TED, non? Voilà, TEDx, je sais pas quoi, et dans lesquelles il y a comme ça des entrepreneurs très brillants, etc. Et souvent j'ai entendu chez des gens comme ça qui venaient des écoles de commerce, ces milieux-là, des boîtes, quoi, la phrase « les mondes est mon terrain de jeu », n'est-ce pas? Que voilà, c'est ça, c'est les Paris-Dakar, là il y a des salopards qui après les tremblements de terre au Katmandou, ils ne sont pas attendus une semaine pour aller encore faire, se promener là, la montagne de Katmandou, n'est-ce pas? C'est l'idée que pousser un tout petit peu plus loin, c'est le tourisme sexuel, n'est-ce pas? Donc, si j'ai le plaisir, ça veut dire que je, comme objectif, comme nord, ça implique quand même un sacré truc, ça implique quand même qu'il n'y a aucun type de structuration, à tel point qu'imaginez-vous, ne serait-ce que les interdits fondamentaux, quoi qu'il en soit de leur vérité historique, mais bon, de l'inceste et de l'anthropophagie, bon, si à moi ça me fait plaisir d'avoir du sexe avec ma fille, alors c'est du plaisir, non? Donc,
qu'est-ce qui fait un père? Un père est quelqu'un qui est structuré de telle façon que sa perception de l'autre, de sa fille, non? Sa perception de sa fille ne reçoit pas les ondes érotiques, carrément, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ne reçoit pas. C'est pour ça qu'on dit en espagnol, on dit en Argentine, on dit c'est aussi emmerdant que danser avec sa sœur. Pourquoi? Parce que ta sœur peut être un super canon, mais si ces refoulements structurants ont fonctionné, tu t'emmerdes quand tu danses avec ta sœur. Tous ces refoulements structurants, tous ces trucs qui sont des médiations, qui mettent de la distance, qui maintiennent quand même une certaine asymétrie, etc. Si nous mettons comme objectif le plaisir, on est vraiment dans la merde, quoi. Hein? Alors, moi j'insiste, c'est-à-dire, les plaisirs, il ne s'agit absolument pas d'être dans une position autoflagellante, rien du tout. C'est-à-dire, je préfère être heureux, je préfère avoir du plaisir, je râle quand je suis malheureux, je suis absolument en pleurnichard quand je suis malheureux, voilà. Mais, ça arrive de surcroît. Ça arrive de surcroît. Ne peut pas être la voie directe. Le groupe voulait, à travers ce titre, justement, peut-être montrer que pour l'instant, pour les travailleurs sociaux, pour leur travail, on ne parlait que de souffrance. En tous les cas, de leur côté, que de leur souffrance. Et des voix se sont élevées pour dire, nous ne sommes pas que des êtres de souffrance. Et je pense que c'est à partir de là qu'ils ont essayé de dégager cette idée qu'ils pouvaient avoir du plaisir à travailler auprès de gens en souffrance et en difficulté sociale. Oui, je pense que nous ne sommes pas que des êtres de souffrance. Il faut les comprendre tout à fait dans le fait que nous sommes des êtres de fragilité, des agencements de fragilité. Nous ne nous occupons pas de la souffrance quand on accompagne le souffrant. Nous garantissons la joie du lien social qui ne laisse pas sur les bas-côtés les faibles. Donc là, ce qu'il faut chercher, ce n'est pas pour échapper à la position souffroteuse, je m'occupe de la souffrance et je souffre, et nous souffrons, il souffre, vous souffrez. La sortie de ça, c'est de comprendre effectivement, mis à part souffrance, plaisir, des plaisirs, etc., de quoi il s'agit. Il s'agit quand même de garantir, en résistant à l'ère du temps, des lieux de pratique de solidarité, des lieux de pratique dans lesquels on est dans la construction du lien, dans la construction d'une société de fragilité qui refuse l'apartheid fort et faible. Si je ne vois que la souffrance, c'est parce que j'ai la tête un tout petit peu colonisée par le pouvoir. Si je ne perçois que de la souffrance dans les situations d'aide les plus compliquées, difficiles et tristes qu'elles puissent être, si je ne perçois que de la souffrance, c'est parce qu'il y a quelque chose que, bon, on m'a bouffé un peu la tête et je ne perçois pas tous les tissus de fragilité et de liens dont il est question dans cette pratique-là. Je pense que c'est ça qu'il faut travailler. Alors donc, Britt pose la question, qu'est-ce que je répondrai à la pratique bonheur, mode d'emploi, c'est-à-dire la recherche et mode d'emploi pour être heureux. Alors le problème, là, ce que je répondrai, c'est que là, il y a dans les modes d'emploi, parce qu'il y a une bibliographie incroyable sur les bonheurs et comment les trouver, et vous êtes les dernières des cons si vous ne les trouvez pas, et tout ça, parce qu'en plus, il y a une culpabilisation de ne pas avoir du plaisir et du bonheur. On te culpabilise, c'est-à-dire qu'être triste, c'est pas bien vu. Et alors moi, ce que je répondrais, c'est que ce sont des recherches, des raccourcis pour arriver au but qui évitent la sagesse, non, et la joie à la fois de la production dans laquelle, de surcroît, apparaît le bonheur. N'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est dans le déploiement de ma puissance d'agir, de créer, de faire des liens, etc., que de surcroît j'ai du plaisir et du bonheur, n'est-ce pas? Et toutes ces méthodes-là, que ce soit des bouquins, des trucs comme ça, non, mode d'emploi pour être heureux, avoir du plaisir, font partie
de cette barbarie soft. Je n'arrête pas d'avoir des patients qui me parlent des problèmes qui ne sont pas leur compte en plaisir au lit avec leur partenaire, n'est-ce pas? Et c'est très étonnant parce qu'effectivement, c'est quelque chose de nouveau à ces points-là que ça sort comme ça, non? Parce qu'il y a cette idée de on serait en droit d'exiger un taux de plaisir sexuel avec son partenaire, n'est-ce pas? Et sinon, ça ne marche pas. Et donc, on voit bien comment là, ce qui est squeezé, éclipsé et détruit à la fin, c'est tout le rapport. Les rapports d'affection, d'amour, érotique aussi, dans lesquels on construit une relation. Et on voit bien comme notre époque, dans sa canaillerie, cherche, comme ça, là dans les cas de l'érotisme, non, aussi, mode d'emploi pour arriver à ton taux de plaisir promis, au dû. André consulte ses notes et moi je profite pour vous dire à la prochaine. Bon, voilà. Merci. Ciao. Ciao.